Bienvenue à cette rencontre Laser Paris au Centre Pompidou. Et vous l'avez compris, ce soir, elle revêt un caractère particulier puisqu'elle s'inscrit comme un premier événement dans ce partenariat que la Diagonale Paris-Saclay et le Centre Pompidou, le département de l'enseignement supérieur, de la relation avec les enseignements supérieurs, est en train donc met en place. Les rencontres Laser Paris, c'est une coproduction, une co-organisation entre Leonardo Hollatz, qui est donc la branche franco-européenne de Leonardo Isast, et la Diagonale Paris-Saclay, comme Pauline vous a dit, qui est le projet Sciences et Sociétés de l'Université Paris-Saclay. Fabio Acero est physicien. Il travaille au laboratoire AIM, ça signifie astrophysique, instrumentation, modélisation, du département d'astrophysique CEA Saclay CNRS. Son domaine d'expertise et de recherche, ce sont les phénomènes énergétiques cosmiques ou les phénomènes cosmiques énergétiques. Autrement dit, des étoiles qui explosent ou qui s'effondrent sur elles-mêmes, comme les supernovas, et leurs vestiges. Je trouve que le mot vestige est important dans cette affaire-là. Fabio fait une recherche en astrophysique à partir de divers instruments au sol ou dans l'espace, et donc de traitement de données. Et en regardant ça, je me disais que finalement on les appelait des astrophysiciens, mais qu'en l'occurrence on pouvait aussi les appeler des archéologues spatiaux, que cette notion d'archéologie là me semblait intéressante pour décaler le débat sur art et sciences. Félicie d'Étienne Dorve est artiste plasticienne. Entre autres médiums, elle travaille avec la vidéo, la sculpture. Vous avez des sculptures ici que vous pourrez voir à la pause, des projections. Félicie travaille non seulement en collaboration avec des artistes, mais aussi avec des scientifiques, mais aussi avec des artistes, dont des musiciennes. Et la lumière est au cœur de sa pratique, que ce soit la lumière naturelle, la lumière médiatisée par des instruments, la lumière cosmique, et l'astrophysique est un des axes de recherche qu'elle développe depuis quelques années maintenant. Donc je leur laisse la parole. On vient vous présenter un projet qu'on est en train de développer avec Fabio qui s'appelle Light DNA. Fabio, on collabore ensemble depuis une dizaine d'années maintenant. On a eu la chance de se rencontrer en dehors de toute institution, et puis aujourd'hui d'avoir eu ce financement de la Diagonale et d'avoir un travail dans le cadre aussi de son labo qui est à Saclay. Donc c'est la première fois qu'on travaille dans un cadre un peu plus institutionnel. Light DNA, donc c'est un projet auquel je réfléchis depuis un moment, et puis cette année, il s'est trouvé que ça correspondait bien aux recherches de Fabio, parce qu'on a l'habitude de discuter régulièrement de tous nos projets. Donc l'idée du projet, on rentre tout de suite dans le sujet. Donc c'est un projet en développement. On a les premières pièces qui sont produites, qui sont là, et puis on aura une autre pièce en complément qui sera à Curiositas, donc jeudi à l'exposition, donc de l'autre côté du périph', pas loin. Je vous invite à venir. Donc voilà, on s'est rencontrés. On a aussi un souci de diapo, je sais pas. On s'est rencontrés autour de ce projet, donc voilà, 2011, je sais même plus. À l'époque, je connaissais quand même très peu de choses sur l'astrophysique, donc j'ai un peu découvert le spectre électromagnétique et la représentation, la façon dont on capture les éléments qui composent des objets célestes à distance à travers le spectre de la lumière. Et ça a été une première production. Donc, comme son titre l'indique, l'idée c'était de mettre en scène, représenter l'explosion d'une étoile, donc une supernova, qui est donc le sujet de travail de Fabio. Donc précisément là c'était Cassiopeia, et donc on avait après maintes réflexions, parce qu'au début je voulais faire immerger les gens dans un nuage de brume. On a travaillé sur l'idée de capturer la supernova à petite échelle dans cette grande boîte de plexiglas. Et bon, là j'ai pas de vidéo, mais il faut imaginer que c'était un cycle, et donc c'était une pièce qui parlait du cycle de la matière dans un objet assez, disons, hypnotique, et on voyait des éléments colorés qui représentaient les différents éléments qui composent la supernova. Donc une supernova, on dit toujours qu'on est fait de poussière d'étoiles, donc en fait il faut imaginer que ces poussières d'étoiles sont émises par ces explosions d'étoiles, et après composent la matière
dont nous sommes composés. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a fait ensemble. Et puis après, on est parti sur plein d'autres sujets. Fabio s'est prêté au jeu même de s'éloigner un peu des supernovas pour travailler sur d'autres pièces dont on pourra vous montrer quelques extraits tout à l'heure. Et puis là, récemment, tous les deux, on s'est retrouvés à se poser la question à nouveau des supernovas et d'une nouvelle représentation à une échelle beaucoup plus petite. Donc c'est les deux pièces que vous voyez là. Et ce sont des pièces en fait qui représentent des spectres de ces trois pièces qui représentent trois spectres de supernovas à partir de données que Fabio produit dans son laboratoire. Donc juste pour finir sur déjà une première introduction du projet, la notion de light DNA, donc comme j'ai appelé la série de pièces, ça m'est venu effectivement à force de côtoyer tous ces spectres électromagnétiques d'objets célestes. Je me suis dit, finalement, moi qui travaille la lumière, bon, la lumière c'est mon outil de travail, mais c'est aussi un outil, disons, de recherche pour essayer de comprendre un peu l'espace physique dans lequel on habite. Il y avait aussi cette notion d'ADN lumineux. En fait, à distance, on arrive à capturer en fait la composition des objets célestes à travers la lumière. Et moi, ça me fascinait un peu. Et donc, je m'étais dit, finalement, c'est un peu une sorte d'ADN lumineux. Donc voilà, c'est un projet qu'on commence, hein, même intellectuellement. Je dois dire, je suis pas une spécialiste ni de la spectrométrie ni de l'ADN, hein, mais voilà, on a fait une première tentative dans ce sens-là. On travaille sur 3 supernovas, Cassiopeia, Tycho et Kepler, qui sont 3 supernovas très connus, sur lesquels Fabio travaille aussi dans son labo. Et moi, mon idée, c'était de voir comment je pouvais reprendre les éléments du tableau de Mendeleïev. Vous savez, ce tableau qui représente, qui organise la répartition des éléments qui composent notre monde physique sur Terre et qui sont également présents dans l'univers, et d'associer en fait une gamme de couleurs à chacun de ces éléments. Donc d'en faire une sorte d'outil pour un peintre, c'est-à-dire de sortir des représentations classiques de spectrométrie qu'on va voir après, et d'en faire des outils pour faire des sortes de tableaux colorés. Donc là, ça rejoint plus mon amour de la peinture et de la couleur. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Ah, très bien. Donc voilà, maintenant qu'on a résolu les problèmes techniques, voici une autre illustration de ce projet Supernova. Donc l'idée, c'était à partir de données réelles, plusieurs fois avec Félicie, on a essayé de faire ce lien en disant... on part de données réelles produites par des instruments, des télescopes ou des satellites, ou à partir d'éphémérides, par exemple sur un autre projet, où se trouvent les planètes exactement en ce moment-là, et essayer d'intégrer ça sur différents supports à partir vraiment donc de données réelles. Et ici, par exemple, on a cette supernova. Donc, attends, je vais juste... On va faire pause sur le début de la vidéo. Donc la question, on va parler ici donc de supernova. Et la question évidemment, c'est qu'est-ce que c'est qu'une supernova? Donc la supernova, c'est ce qui arrive à certaines étoiles qui sont assez massives. Par exemple, notre Soleil ne fera pas une supernova, mais pour certains types d'étoiles assez massives, elles vont finir leur vie en supernova. Donc c'est une gigantesque explosion. On va voir ici une vidéo de à quoi ça pourrait ressembler. On n'a jamais vu une supernova aussi bien qu'elle est représentée ici. C'est cette étoile massive, à la fin de sa vie, va imploser. Vous voyez les couches externes de l'étoile qui sont comme un ballon de baudruche propulsé à des vitesses énormes. Et ce qu'on appelle vestige de supernova, ce dont on va parler ici un peu, c'est le vestige de l'explosion. C'est ce qui se passe plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années après. Et au début, c'était une vidéo en image de synthèse. Ça, c'est une vraie photo prise dans les rayons X. On va parler du fait qu'il y a différents types de lumière. Les rayons X, c'est un certain type de lumière. Et voici le vestige de supernova de Cassiopeia. On l'appelle Cassiopeia parce qu'il est dans la constellation de Cassiopée. Vous savez, le W qu'on peut voir dans l'hémisphère nord. Quelque part dans ce W, il y a cette... nouvelle étoile qui est apparue au bout d'un moment, donc ça fait un flash de lumière, après ça disparaît et ça continue à faire une énorme boule de gaz qui continue à s'étendre, à s'étendre, à s'étendre, et aujourd'hui on pense que cette explosion a eu lieu en 1680 et aujourd'hui, donc 300 ans après, on continue à voir cette boule qui est d'une taille gigantesque. Le diamètre de cette boule qui est ici, c'est de l'ordre de 10 années-lumière. Donc pour mettre ça à l'échelle, la distance entre le Soleil et la Terre, c'est 8 minutes-lumière.
Donc à cette échelle-là, 10 années-lumière, la distance entre la Terre et le Soleil, ça serait quelques pixels à l'échelle de cette image-là. Et Proxima du Centaure, qui est à 4 années-lumière, l'étoile la plus proche de nous, est plus petite, la distance Soleil-Proxima du Centaure est plus petite encore que cette sphère qui est ici. Donc en 300 ans, de par l'énergie gigantesque libérée lors de l'explosion, on a cette boule qui continue à croître à des vitesses phénoménales et qui peut produire ce genre de structures qui sont ici. Alors ça, donc supernova, c'est le moment de l'explosion, et vestige de supernova, c'est ce qui reste après l'explosion. Et donc si on arrive à changer, voilà. Donc voici une même image, plus jolie que celle que je vous ai montrée avant. Encore une fois, donc c'est le vestige de Cassiopéa vu en rayon X. Ça, c'est des données de satellites qui sont en orbite, parce que les rayons X ne peuvent pas pénétrer l'atmosphère. On est protégé grâce à l'atmosphère de ces rayons-là. Donc si on veut faire des photos en rayon X de l'univers, il faut dépasser l'atmosphère, donc avoir des satellites en orbite. Un de ces satellites est le satellite de la NASA qui s'appelle Chandra, et a fait cette magnifique image où on voit donc ces vestiges d'explosion, et on voit, ce qui est intéressant, on va parler de ces différents éléments chimiques. Comme le disait Félicie, on est tous composés donc d'oxygène, de fer, de magnésium, de silicium, etc. Et ces éléments-là, ils ont été façonnés, ils ont besoin de température extrême et de pression extrême pour fusionner ces atomes et faire des atomes plus lourds. Et ces conditions sont atteintes seulement à peu d'endroits, et entre autres, elles sont atteintes dans les supernovas. Et vous avez ici le tableau de Mendeleïev des éléments. Alors ce tableau, ça liste, vous avez déjà vu ça peut-être à l'école, à l'université. Et là, ce qui est intéressant de ce tableau, c'est que ça montre couleur par couleur où ont été formés ces éléments. Et ce que vous voyez, ce qui est intéressant, par exemple, si on regarde en orange, c'est les étoiles massives qui ont explosé. Et en bleu, c'est les étoiles d'un autre type qui explosent aussi, qui font aussi des supernovas. Et si vous regardez le bleu et le orange, vous voyez que un grand nombre d'éléments qui nous constituent, nous on est fait donc d'oxygène, et si vous regardez le dessin qui est à côté, 73% des éléments qui sont dans notre corps ont été formés dans des étoiles massives, dans des explosions de supernova. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quelque part dans l'univers, il y a des étoiles qui ont explosé, qui ont fait par exemple de l'oxygène, du fluor, du néon, du magnésium, de l'aluminium, du silicium, du phosphore, etc. Et tout ça, ça s'est propagé dans le milieu interstellaire. Au bout d'un moment, cette soupe un peu s'est condensée, ça a fait un soleil. Ce qui n'est pas tombé dans le soleil, ça a tourné autour, ça a fait des petits grumeaux, ça a fait des planètes. Sur cette planète, sur une planète au moins, il y a eu l'océan, il y a eu une atmosphère favorable, il y a eu des bactéries, des algues, des poissons, des dinosaures, etc., etc. Et à la fin de la chaîne, nous. Et donc c'est intéressant parce que comprendre ces supernovas, étudier ces photos-là, par exemple, ça nous permet de voir en temps réel des éléments qui sont en train d'être fabriqués et qui un jour vont être ajoutés au pot commun et qui à un autre endroit, dans des milliards d'années, vont faire d'autres planètes, etc. Et ce qui est intéressant, on va parler donc de ces différents éléments. On peut les voir dans les supernovas. Et il faut différents types de lumière pour voir ces différents éléments-là. On ne peut pas tous les voir avec nos yeux. Et juste une idée ici pour vous montrer qu'il y a une certaine lumière visible qu'on peut voir avec nos yeux. On est sensible à un certain spectre de lumière qui va du rouge vers le bleu. Ce qu'il y a en dessous du rouge, ça s'appelle infrarouge et on ne peut pas le voir avec nos yeux. Ce qu'il y a après le violet, ça s'appelle l'ultraviolet et on ne peut pas le voir avec nos yeux. Et après l'ultraviolet, il y a les rayons X, donc qu'on utilise par exemple à l'hôpital pour voir si on s'est cassé le bras ou pas. Et ces rayons X, donc, ça émane de matière qui peut être très chaude. Et il y a tellement d'énergie dans les supernovas qui brillent très fort dans ces rayons X-là. Et on utilise ça pour pouvoir sonder, par exemple, la composition chimique de ces supernovas, voir s'il y a du fer, du silicium et des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, donc, pour rejoindre cette idée de light DNA, c'est que chaque élément, voici encore le même tableau de Mendeleïev, mais maintenant, on montre pour chacun de ces éléments leur signature spectrale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on prend de la matière et qu'on la chauffe, elle va émettre de la lumière sur des raies, sur des énergies bien particulières, qui sont des états bien particuliers. C'est lié à la physique quantique, ça, que les électrons sont sur des étages bien spécifiques, discrétisés. Et par exemple,
voyez que par exemple l'hélium, le carbone, l'oxygène ont des traits. Ces traits, c'est de la lumière qui va être émise à certaines énergies bien particulières, et que ce soit l'oxygène ou le fluor, ces traits ne sont pas au même endroit. Et donc, en regardant un peu ces codes barres, c'est-à-dire que chaque élément a un petit peu un code barre qui l'identifie pour savoir qui il est. Et donc, si je vois de la lumière venant d'un endroit, en analysant ce code barre, je peux savoir que dans cet élément qui brille, il est constitué de ça. Et donc on utilise cette même code barre dans les supernovas pour savoir de quoi ils sont faits et pour pouvoir répondre à la question que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que le fer est vraiment produit dans les supernovas? On a un moyen de le savoir, on regarde le code barre. Sinon, ça serait qu'une théorie, et avec ça, avec ces observations, on peut justement les quantifier. Donc l'idée Light DNA, c'est que la lumière a un code barre ou une ADN lumineuse qui révèle l'identité et la contenance de ce qui brille. Et dans notre cas, c'est ici justement, regardez ça sur les supernovas. Donc l'idée du projet, c'est en effet d'associer à ces différents éléments une espèce de colorimétrie, c'est ce que Félicie va parler après. Ça, c'est une interprétation, pour l'instant, que j'ai fait qui est assez subjective, c'est-à-dire que moi, je suis habituée à voir ces spectres avec des couleurs primaires. Et je voulais voir comment faire une palette de couleurs qui puisse me permettre d'exprimer cette idée d'ADN lumineux pour représenter différents objets différents objets célestes. Donc les supernovas, ça c'est le premier travail que je fais avec Fabio. En théorie, je voulais aussi travailler sur des représentations d'exoplanètes. Donc c'est vraiment un travail de peintre que je présente là. On peut aussi considérer peut-être potentiellement une visualisation de data, comme on dit maintenant. Donc à la suite de ce projet, dans la même série, j'aimerais bien travailler sur des exoplanètes, voir ce qui peut être une signature de vie aussi, qu'est-ce qui peut indiquer que il y a plus de potentiel de vie sur telle ou telle planète, et de voir en couleur ce que ça peut donner. Donc c'est vraiment, bon, ça c'est un développement qui m'intéresse, mais qui n'a rien de scientifique. J'essaierai de faire au mieux. Donc les exoplanètes, c'est un peu, là j'ai travaillé sur le sujet de Mars là récemment, donc ça c'est une photo d'un coucher de soleil martien. Donc ce qui est intéressant avec les exoplanètes, c'est de voir qu'est-ce qui donne la vie extraterrestre. Donc il y a l'atmosphère, puis il y a aussi la composition sur Mars. Ce qui est génial, c'est qu'on peut analyser avec des rovers directement, avec des lasers, la composition du sol, mais c'est vraiment un des rares cas d'analyse qu'on peut faire comme ça. Et puis voilà, moi dans mon travail de la lumière, il y a aussi, juste pour réouvrir un peu plus large sur mon approche, il y a aussi cette idée d'horizon extraterrestre. Quelle est notre perception aujourd'hui des limites de l'espace physique qui est décrit par des gens comme Fabio, et comment nous on peut le percevoir à l'échelle de notre corps. Donc cet horizon martien, moi il m'a intéressé et j'ai travaillé dessus. Ça c'est une pièce que j'ai présentée au Centre Pompidou justement avant l'été, où l'idée c'était de reproduire, de simuler un coucher de soleil comme on pourrait voir sur Mars. Donc un peu comme si on avait allumé une webcam et qu'on regardait le soleil se coucher. Donc là c'est dommage parce que le soleil est sous la ligne, mais le soleil sur Mars, quand il se couche, est bleu. Donc c'est le même soleil. Donc là on est sur quelque chose quand même d'assez abordable en termes de connaissances, mais déjà en fait on a très peu d'images, on a quelques photos et on a aussi des données spectrométriques. Et donc là j'ai travaillé plus au niveau d'une planète, au niveau du sol, mais essayer de retrouver pourquoi est-ce que ce coucher de soleil au niveau de l'horizon est bleu. Donc voilà, c'est pour dire que ça rentre dans le cadre, les Light DNA, c'est aussi un cadre un peu ouvert de réflexion sur plusieurs terrains. Ouais, dire une phrase, parce que ce qui est intéressant, c'est que à part sur Mars, on peut envoyer des petits robots, et c'est pas évident, mais il y a des petits robots qui y sont allés, et on essaye de regarder les roches et d'aller taper avec un petit marteau et le laser pour savoir de quoi c'est composé. Mais de manière générale, en astronomie, la seule information qu'on a, c'est la lumière, parce qu'on ne peut pas aller sur une autre étoile, ramasser un petit bout d'étoile, la ramener en laboratoire, la mettre dans une petite pipette et faire des expériences dessus. Donc la seule information qu'on peut avoir, c'est la lumière qu'on en reçoit. Et en étudiant la lumière, on peut essayer, tout le travail de l'astrophysicien, c'est à partir de cette seule information qui est la lumière que je reçois, essayer de déduire plein de choses physiques sur de quoi c'est composé, est-ce que c'est chaud, pas chaud, quel âge a cette étoile. C'est-à-dire juste avec l'information de la lumière, je dois dire quel âge il a. C'est quand même pas évident. Et on n'a pas d'autres informations que ça. Et il faut travailler qu'avec ça. L'intérêt quand même, c'est que
ce qu'on voit avec nos yeux, c'est assez limité, mais on peut travailler avec tous les types de lumière. Donc on a parlé des ondes radio, c'est aussi de la lumière, de l'infrarouge, de l'optique, ce qu'on voit avec nos yeux, de l'ultraviolet, des rayons X et des rayons gamma. On peut combiner toutes ces informations-là. Ce sont des photos. Voilà, tout ça, c'est différentes photos d'un même objet. C'est un prisme vu par différents angles et ça donne des informations complémentaires. En fait, une grande partie de ce qu'on voit sur Internet sont des images d'artistes, comme ils les appellent. Donc, en fait, ce sont des reconstitutions. Même les exoplanètes, on a l'impression de voir des photos d'exoplanètes, mais il n'existe absolument qu'une photo. Ouais. Pour l'instant, c'est des analyses. Et les dessins sont tellement bien faits que des fois, on ne sait plus si c'est une vraie photo ou pas. C'est assez traître. Et pour le grand public, d'ailleurs, c'est même généralement un peu un problème des fois, parce que quand on monte une vraie photo, les gens sont déçus en disant « Ah bah en dessin, c'était plus joli. » Ah bah oui, mais bon, à un moment donné, il faut choisir. Voilà, donc là, c'est les 3 premières pièces sur lesquelles on a travaillé. Donc, au final, c'est un projet qui est très simple. Donc là, on a représenté les différents éléments qui composent 3 supernovas en couleurs. Donc, on a par exemple le néon qui est très, très bleu en bas. On a l'argon qui est dans les roses, le fer en haut qui est bleu. Donc ça, c'est des choix. Pour l'instant, cette palette de couleurs, j'ai choisi pour ce projet. Je ne sais pas si elle va évoluer. L'idéal, ça serait que j'arrive à avoir une palette qui s'adapte à plein d'objets célestes. Bon, ça, c'est un peu un travail d'artiste pour le coup, mais on verra. De palette au sens classique du terme. Donc ça a été fait à partir des données de Fabio. Donc c'est des choses comme ça. Je ne sais pas si tu veux du coup... Oui, donc là, ce qui est intéressant, c'est avec certains télescopes, on peut en même temps avoir une photo et en même temps, pour chaque endroit, avoir un spectre. Donc un spectre, c'est, par exemple, si vous prenez... Là, il y a de la lumière blanche qui m'arrive. Vous avez peut-être vu les images où si je mets un prisme devant, ça va faire un arc-en-ciel de l'autre côté. Donc ça veut dire que j'ai la lumière qui arrive et je la décompose dans ces éléments. Ça s'appelle un spectre et on regarde de quoi cette lumière est faite. Donc là, on a des instruments comme le satellite en rayon X Chandra dans lequel j'ai parlé et d'autres satellites qui font ça aussi. Qui, pour chaque pixel, je mets un espèce de prisme devant et ça va me dire de quoi la lumière est faite à l'intérieur. Et les données en rayon X... un peu cher, Fabio, hein, parce que présenter comme ça a l'air vraiment simple. Voilà, c'est après évidemment plus complexe. En rayon X, c'est relativement simple. En optique, c'est plus dur, mais de mettre un petit prisme devant chaque pixel comme ça. Mais donc, on a des données qui sont en fait des cubes de données dans lesquels d'un côté, j'ai une image, et si je regarde sur l'autre côté, vous allez voir les vidéos, on voit le spectre de chacun de ces pixels, et donc on a ces cubes de données. Voilà, donc là, ça devrait tourner, et voilà, là, on le voit sur les côtés, et dans chaque pixel, en fait, dans la profondeur, on a le spectre de chacun de ces pixels. Donc, en fait, c'est des cubes ici qui ne sont pas X, Y, Z, dans le sens la profondeur, mais ils sont X, Y, énergie, où je vois pour chacun des pixels, dans cette profondeur-là, le spectre et savoir dans chaque pixel de quoi la lumière est composée. Et donc, si on voit de quoi la lumière est composée, ça nous donne une information sur qu'est-ce qu'il y a dedans, de quoi c'est composé comme élément chimique. Et donc, ça amène à ça, justement. Vous voyez qu'il y a certains endroits où il y a des barres, et ces barres-là, c'est le code barre dont je vous avais parlé avant. Ça, c'est le code barre, en fait, de ce vestige de supernova Cassiopeia. Et on voit qu'il y a des barres à des endroits bien précis. Et donc, par exemple, c'est le néon, le magnésium, le silicium, le soufre. Il y a des endroits où il n'y a pas de barres, et il y a des endroits, justement, où il y a des barres à la position du fer. Et donc, le projet avec Félicie, c'était à partir vraiment de ces données, transposer ces données-là sur des palettes de couleurs qu'on voit ici et essayer d'associer une gamme de couleurs par rapport à ces différentes gammes ici de données. Voilà, donc ça c'est une interprétation en 2D. Ensuite, Fabio, comme il travaille sur ces cubes en 3 dimensions, donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'entre 2011 et aujourd'hui, il a des nouvelles données, il travaille avec des nouvelles formes de visualisation, mais qui sont quand même des visualisations avec une lecture assez difficile parfois pour moi, donc on discute de tout ça. Et on a travaillé également, là c'est vraiment la maquette, en fait la pièce finale elle sera prête jeudi, là pour l'instant c'était pas complètement satisfaisant, mais c'est l'idée de faire la même chose mais en 3 dimensions. Donc là on a voulu être un peu plus précis, on a repris la forme dans le visible de Cassiopeia. Et on a essayé de travailler sa spectrométrie interprétée, hein, parce que c'est du coup une interprétation qu'on a fait tous les deux en 3 dimensions pour essayer de rendre un petit peu compte de ces
ce volume sur lequel travaille Fabio, qui est l'énergie. Je ne sais pas si j'explique bien. Ça, il y aura une version définitive jeudi. Là, pour l'instant, c'est en cours de production. Voilà, là, ce qui est intéressant, c'est de reprendre, par exemple, les différentes images dans différentes bandes qui étaient avant, essayer de leur associer leurs couleurs, les mettre sur ces plexis, essayer de redonner cette impression dans le cube qui tournait tout à l'heure, d'essayer de revisualiser ça avec de la couleur en plus, en essayant de voir sur les côtés ces différents effets de code barre, essayer de voir l'image en même temps, tout ça dans une version 3D un peu des Light DNA qui sont après c'est vraiment un croisement entre nos pratiques, donc peut-être qu'on en fera à l'issue de ça une version plus pratique pour que Fabio puisse s'en servir dans le cadre de son travail. Là, moi, j'avais une interprétation assez graphique, du coup on va partir sur quelque chose avec uniquement des cercles, donc des proportions. Donc on finit sur une visualisation très simplifiée pour garder quand même ce plaisir d'un rapport à la couleur, à la peinture qu'on a aussi sur cette version. Donc dans ce sens-là, c'est pas non plus un outil scientifique, mais on essaye de faire en sorte que dans nos discussions, et puis on n'est jamais fermé, on travaille toujours nos projets. Il y a plusieurs versions en fait. Donc ça, c'est la première version. Ce qui n'est pas évident, c'est d'essayer de trouver déjà le langage commun et après d'essayer de voir quelle est l'œuvre qui est la plus fidèle aux données. Moi, je me dis, ça serait plus fidèle, mais d'un côté, Félicie dit, mais ça serait plus graphique. Et moi, je suis d'accord aussi avec ça. Mais dans ces discussions-là, c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver l'équilibre entre ces différentes prérequis-là. Voilà, après en dernier, parce qu'on a travaillé quand même sur des projets, pas mal d'autres projets, et on vous a mis une pièce qu'on voulait vous montrer, qui est une pièce qui s'appelle Exo, qu'on a développée, qui est l'idée de lire le ciel, disons, en profondeur, et de faire ressentir la profondeur du ciel qu'on regarde, de notre voûte céleste, avec toutes ces distances en années-lumière, d'objets proches et d'objets lointains. Donc c'est un laser qui lisait le ciel en temps réel et qui en fait qui lisait le ciel un peu comme une partition de musique. Et donc c'était c'est un peu comme une tête de lecture. Une tête de lecture le laser passe, et à chaque fois qu'il est sur un endroit, il y a une musique spéciale qui a été composée pour cet objet en particulier. Par Julie Rousse, qui n'est pas là, mais c'est important de citer les musiciens. C'est vrai que je travaille toujours aussi avec des musiciens. Et qui a fait une composition pour des centaines d'objets célestes qu'on montre en fonction des lieux où on est. Donc c'est un projet qui est complètement différent, mais qui est une autre manière aussi de réfléchir à la lumière et à la représentation des distances dans l'univers. Donc là, c'est Fabio qui a développé tout le système de lecture en temps réel du ciel. Donc évidemment, à la fin, c'est une expérience immersive, mais derrière, il y a beaucoup de développement de programmation. Donc là, chaque laser est en train de pointer une étoile à une coordonnée à Marseille à 21h38. L'étoile est là. Et le laser va pointer à cet endroit-là et jouer la musique qui est liée à cette étoile en particulier. Et il y avait cette notion de distance, que plus un objet est loin, plus on va le pointer longtemps et plus la piste va être longue pour donner cette impression donc, de profondeur. Et comme ça, on sonde encore une fois en 3 dimensions un peu notre univers. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on pointait des objets qui étaient visibles, comme l'étoile polaire, la grande ours, etc., mais aussi des objets très lointains, invisibles, et donc des objets, par exemple, comme des trous noirs ou d'autres galaxies, et on disait, à cet endroit-là, vous ne le voyez pas, mais il y a le trou noir, machin, qui fait 1 milliard de fois la masse de notre Soleil, il est là. Et on ne peut pas le voir, mais il est exactement à cette position-là, au-dessus du ciel de Marseille. Du coup, c'est une métaphore que j'utilisais un petit peu pour ce projet, pour Exo, mais finalement, peut-être Light DNA, c'est le même principe, c'est comment on peut sonder l'espace, et comme un peu on est un aveugle avec un bâton, on touche, on essaye dans le noir de sentir les limites de notre espace avec le laser, là. Light DNA, c'est aussi ça, c'est un peu sonder plus du coup la matière, mais d'essayer de l'interpréter en dehors des outils scientifiques pour en faire quelque chose peut-être de plus perceptible. Sans connaissance particulière. Light DNA, c'est à partir de données en rayon X qu'on ne peut pas voir avec les yeux, et donc ça, c'est une réinterprétation visuelle d'une lumière qui nous est invisible. Pour un objet qui est à 10 000 années-lumière, qui nous est aussi invisible, en fait, mais de par sa distance.
mais aussi de par la nature de sa lumière. Une première question, ma première question est pour Fabio. Dans un document que vous avez, je pense, coécrit tous les deux, vous indiquiez que dans la recherche actuelle, donc les données que vous avez pour ces supernovas en rayon X sont des données en 3 dimensions. Mais que dans la recherche, en fait, vous ne visualisiez pas ou vous n'utilisiez pas les 3 dimensions de ces données. Et alors, pour vous, du coup, vous l'avez un peu évoqué, mais comment s'est inscrit la proposition de Félicie de précisément amener en 3D, matériellement, ces données? Qu'est-ce que ça a changé, si ça a changé quelque chose? C'est vrai que donc, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de données, le satellite Chandra a été lancé en 1999 par la navette spatiale à l'époque. Et donc, c'est pas nouveau ce genre de données. Sauf qu'il faut quand même beaucoup de temps d'observation pour pouvoir remplir ce cube, sinon il est vide quand même. Mais pour des raisons historiques, les gens se sont focalisés principalement soit sur des images, soit sur des spectres, mais n'ont pas essayé de regarder l'objet dans son ensemble. C'est un petit peu comme si vous regardez cette bouteille, vous voyez un cercle, là vous voyez un rectangle grosso modo, mais en fait voilà, c'est un cylindre, et on a plus d'informations quand on sait que c'est un cylindre que quand on se dit tiens c'est un cercle ou tiens c'est un rectangle. Et je pense que on est en train de développer des nouvelles méthodes d'analyse qui permettent de tirer pleinement parti de cette information multidimensionnelle au lieu de se focaliser seulement sur des informations images. Et la visualisation, le travail de visualisation avec Félicie aussi, ça permet d'essayer de se dire tiens, comment on pourrait visualiser ces données d'une autre manière, de par leur richesse. Mais il n'y a pas un télescope à venir là, qui est un nouveau télescope qui va être lancé, un Chandra BIS. Tu m'avais pas dit, non? Si, alors il y a d'autres télescopes. Alors maintenant, ce genre d'analyse cube est aussi possible en optique avec le télescope MUSE qui est au Chili. Et donc il y a ce genre de cubes qui peuvent être produits, et les gens en optique raisonnent plus en forme de cube que ce que notre communauté le fait en rayon X pour des raisons, je sais pas, historiques, ou parce que personne l'a jamais fait. Si personne l'a jamais fait, personne le fait. Donc voilà, il faut commencer quelque part. Toi, la représentation 3D en énergie, c'est quelque chose d'un peu nouveau, ça. C'était pas. Le film que vous avez vu tourner. Presque personne dans la communauté n'a fait ce genre de... Vous êtes ici presque précurseur comparé à ma propre communauté qui n'a pas vu ce genre de truc. Donc, et voilà, et tu parlais donc d'un autre télescope aussi. Il y a d'autres télescopes qui sont en préparation et qui, eux, ont comme cœur de mission de produire des données sous forme de cubes comme ça. Mais les gens réfléchissent encore peu à leur visualisation, parce que on fait notre science, mais sans moins réfléchir à cet aspect data visualisation qui est peu exploité en fait. Félicie, tu as évoqué, il y a une autre question qui vient tout de suite pour moi et que tu as un petit peu abordé au tout début de ta présentation, qui est qu'actuellement, effectivement, les projets Art Science se multiplient et se développent. Voilà, mais il y a quand même une réflexion aussi en tant qu'ancienne enseignante dans ces écoles d'art. Je me disais, et c'est aussi un débat qui est très actuel en ce moment sur ces formations croisées, de mettre des artistes dans des départements scientifiques. On ne sait pas trop comment, du coup, on va enseigner art sciences pour les artistes. Enfin, voilà, cette interrogation sur qu'est-ce que ça voudrait dire d'enseigner art sciences est en cours. Et ma question pour toi, c'est comment s'est fait cet apprentissage? Comment est-ce qu'on... il y a des artistes qui ont un background aussi scientifique. Est-ce que tu en avais un? Ou comment tu as appris la science, qui est quand même un peu aride pour les... Moi, ça m'amuse beaucoup. Les non-initiés. Et comment vous vous êtes mutuellement appris vos disciplines respectives? Je ne suis pas sûre d'avoir appris grand-chose à Fabio. Je peux décevoir les amateurs d'échange art-sciences. Mais dans un échange, mais bon, moi j'ai un niveau scientifique assez... je dis toujours niveau 3e, tu vois. Donc j'apprends tout doucement. Je suis assez insistante. Donc si tu veux, quand tu retournes voir les scientifiques, tu leur reposes sur les mêmes questions. À un moment donné, tu finis par comprendre un petit peu mieux. Moi, j'ai pas en tout cas de background scientifique. Je pense qu'après, c'est des sensibilités. Ça doit venir... voilà.
d'une éducation. En tout cas, c'est compliqué d'avoir un niveau. Il faut des discussions parce qu'en fait, je pense que pour être un bon plasticien, il faut quand même être dans son domaine. Il y a des gens qui sont capables de tout, mais bon, en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Donc, je m'intéresse et puis je lis, j'écoute. Il y a des très bonnes conférences. Les bons scientifiques ont le mérite d'être très bons pédagogues. Ils expliquent très bien. Donc, il faut parfois, reprendre plusieurs fois la. Et puis là, on est sur des choses plus ou moins compliquées. Après, au fur et à mesure, on construit une connaissance tout doucement, un peu impressionniste. Et ensuite, si tu veux que je parle d'éducation, parce que ça m'intéresse d'un point de vue... je pense que peut-être des communautés ou des éducations art sciences, pourquoi pas, mais je dirais que surtout ce qui est important, c'est un peu comme le numérique, c'est d'avoir une culture, en fait, c'est d'avoir une conscience de l'espace et des connaissances de notre époque. C'est-à-dire que je trouve que... Et après que ça puisse être un outil de réflexion, un outil de discussion philosophique. Ça ne veut pas forcément dire d'avoir un niveau de maths... c'est génial, si on est capable d'être un bon artiste et très bon en programmation, il y en a, j'en connais, c'est super. Après, ce qui compte, c'est de comprendre aussi, il me semble, mais de comprendre dans quel espace on vit et l'évolution de la société. Et moi, je me considère quand même, avec ce projet, c'est pour ça aussi que je voulais revenir sur ces histoires de couleurs, faire un travail de peintre. Et donc, quand je travaille sur le coucher de soleil martien, pour moi, c'est un travail de peintre, comme un impressionniste, sauf que je ne vais pas dans le champ, mais je le fais avec un rover, avec les yeux d'une caméra à distance, et à travers les scientifiques que je vais interroger pour essayer de comprendre comment chacun voit le coucher de soleil. Parce que ça aussi, c'était quand même, je suis allée au JPL, et c'était quand même très amusant de voir que finalement, il fallait en discuter, beaucoup en discuter, que c'est pas forcément, il n'y a pas une réalité. Fabio, c'est pareil, avec ces données, il n'y a jamais une réalité. On en discute, pour toi, c'est pas quelque chose de figé, c'est une recherche. Et donc, je pense que dans l'éducation art sciences, ce qui est intéressant, c'est plutôt on ne sépare pas les artistes et les scientifiques à tout prix, et qu'au contraire, on prenne connaissance des nouvelles échelles auxquelles on est confronté, dans le micro, dans le macro, l'interaction avec des espaces distants et des micro-espaces, et comment, en tant que designer, artiste, on peut se positionner, musicien, je ne sais pas, on peut se positionner par rapport à ça. Je vais rebondir on a le temps, vous inquiétez pas, je vais vous passer la parole. Je vais rebondir sur une question parce que tu parles de peinture et quand on parle de création art science, très souvent effectivement on est plus sur des interrogations qui portent sur la science qui est faite que sur l'esthétique des œuvres et les choix esthétiques et les approches esthétiques des œuvres. Bon, il s'avère que moi c'est un sujet qui m'intéresse et une des questions que je voulais te poser, c'était dans quelle filiation artistique tu te situerais en travaillant sur la lumière et aussi tu parlais pour une des œuvres que tu avais faites précédemment de land art mais dans l'espace, donc d'une sorte entre guillemets de land art spatial. Est-ce que tu peux préciser un petit peu les sources Oui, avec grand plaisir. Donc les sources de jeunesse, c'est évidemment plutôt la lumière, les impressionnistes, et les sources d'adultes, ça va être d'abord peut-être les arts cinétiques. Donc tu parlais de Franck Malinin tout à l'heure, le land art très fort américain, tout le light and space américain. Donc ça va être les artistes plutôt de la côte ouest. Effectivement, j'ai un rapport à l'espace qui n'est pas toujours perceptible, mais qui est en tout cas une passion. Et c'est vrai que pour moi, ce serait intéressant de voir comment on peut poursuivre ce land art, mais avec des nouveaux horizons. L'espace, disons, terrestre, s'est aussi agrandi d'autres données d'espace. Mais la lumière, c'est la peinture, enfin, c'est la nature morte, je dirais. Mais... Ok. Bon, j'aurais d'autres questions, mais je pense qu'il y a des questions dans la salle, donc on va vous passer. Il y a un monsieur là que je vois. Tiens. J'ai une question sur votre collaboration à long terme aussi, plutôt que. Bonsoir. Merci pour votre exposé. Je m'adresse aux chercheurs. Vous avez dit qu'avec la lumière, visible, non visible, on peut examiner, voire déterminer les structures électroniques des produits existants, juste à la lumière. On n'a plus besoin d'y aller en fin de compte. Et c'est ça ma question, puisque c'est très précis ce que vous dites, et c'est scientifiquement prouvé,
Et donc je voudrais savoir si c'est bien le cas, donc on n'a pas besoin d'aller vérifier. En fin de compte, c'est tellement loin qu'on ne peut jamais y aller dans nos paramètres à nous. Mais on a donc suffisamment d'éléments pour pouvoir exactement savoir ce qui s'y passe et de quelle nature c'est. Alors par exemple, si on parle des étoiles, en effet, l'étoile la plus proche, 4 années-lumière, Proxima du Centaure, y aller, c'est pas de notre génération, pas de la génération d'après, voilà. Et donc y aller, c'est compliqué de toute façon. Si on y allait, on apprendrait beaucoup plus de choses que si on était là sur place. Il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer directement avec la lumière. Et avec la lumière, on peut faire des suppositions. Des fois, on manque d'informations, donc on dit « je suppose que c'est ça, alors j'en déduis qu'elle est chaude, qu'elle fait tant de degrés, etc. » Y aller, ça nous amènerait quand même plus d'informations, mais de toute façon, aller autour des autres étoiles, c'est impossible. Envoyer une sonde là-bas, c'est... Par exemple, il y a des projets là, avec des voiles solaires, d'éventuellement aller à Proxima du Centaure, mais ça ne pourrait pas emporter d'instruments. S'il y a des instruments qui arrivent là-bas, qui font des photos, ils auront beaucoup de mal à renvoyer les informations sur la Terre. Enfin voilà. Donc c'est difficile d'y aller. Par contre, Mars, par exemple, en étant sur place, on aurait beaucoup plus d'informations sur les roches. Parce que pour apprendre de l'information de la lumière, il faut que ça brille beaucoup. Et les étoiles qui sont d'autres soleils brillent beaucoup, et donc ils émettent beaucoup de lumière, et on peut les étudier. Un caillou martien, il brille pas. Donc on ne peut pas, à distance, juste en regardant le caillou martien, apprendre de quoi il est composé. Donc c'est pour ça que les rovers martiens ont des petits marteaux, des petits trucs comme ça, des lasers, pour essayer d'étudier les roches. Et ils sont sur place, et sans être sur place, on ne peut pas comprendre de quoi ils sont faits. Donc, et Mars, on peut y aller, c'est entre guillemets pas trop loin comparé aux autres étoiles. Donc voilà, c'est complémentaire. Là où on peut aller... En étant sur place, on apprendra toujours plus qu'à distance, mais... Pour les étoiles, vu qu'on ne peut pas y aller, il faut se contenter de ce qu'on a, et on peut quand même apprendre beaucoup de choses à distance. Oui. J'ai une question sur ce que vous apporte l'échange chacun aux chercheurs. Qu'est-ce qu'amène l'artiste? Vous avez parlé de la visualisation et des nouvelles réflexions sur la visualisation de données. Félicie a déjà parlé beaucoup sur ce que apportent les échanges. Et est-ce qu'il faut, comme vous l'indiquez, 7 ou 8 ans pour se comprendre et pour arriver à avoir des œuvres très matures comme celles que Félicie crée aujourd'hui? Qui répond? On peut faire des réponses en 2 temps, mais il faut du temps pour trouver un langage commun et pour savoir le mot lumière, quand moi je le dis, ça ne veut pas dire la même chose dans ma tête que le mot lumière pour Félicie. Enfin, voilà, le mot brillance d'ailleurs. Le mot brillance, le mot supernova, le mot... Voilà, il y a un langage commun qu'on a construit au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que Félicie veut représenter quand moi je dis ça? Comment expliquer? Donc en effet, je pense que c'est pas mal. Oui, je pense qu'il faut beaucoup de temps, mais après, c'est surtout que moi, mon niveau, ma connaissance scientifique, a augmenté aussi, parce que je me souviens quand on a fait la première supernova, je ne comprenais rien à ce que Fabio me racontait. Donc j'ai fait quand même pas mal de progrès en 8 ans, du coup. Et au-delà de ça, la communication avec Fabio est assez facile. Il a une vraie curiosité, et puis tu as aussi une envie, tu as quand même une capacité pédagogique assez forte. Une envie de communiquer. Moi, je pense que la deuxième chose qu'est-ce que ça m'apporte à moi en tant que chercheur? Moi, je considère que dans mon travail de recherche, il y a la recherche, mais il y a aussi la communication. Et donc, ça passe par communiquer mes résultats. Un chercheur doit communiquer ses résultats à sa communauté. Si on trouve quelque chose, mais qu'on est dans son coin et qu'on n'en parle à personne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, communiquer à ses pairs, mais aussi communiquer au grand public. Tout ça, c'est de l'argent public, et on a un devoir même de transmettre les connaissances au grand public et de montrer ce qu'on fait d'un point de vue sociétal aussi. En ce moment, il y a quand même pas mal un âge noir où les sciences, certaines personnes ne veulent pas entendre parler des sciences, les preuves, je veux pas savoir qu'est-ce que c'est une preuve, j'ai raison et je m'en fous si quelqu'un m'a fait un argumentaire scientifique. Donc je pense que c'est important en tant que chercheur de montrer que la démarche scientifique qui amène à un résultat selon une logique est importante et valorisée, et pour lutter contre
il y en a qui repensent que la Terre est plate, qui repensent que voilà, et c'est quand même absurde dans le 21e siècle, et donc voilà, ou plein d'autres théories comme ça. Donc on se doit de dire non, et voici pourquoi, et voici la démarche scientifique. Et on parle de supernova, mais on pourrait parler d'autres choses en disant, regardez, on a des preuves que le fer a été formé autre part, on a des preuves qu'il y a des étoiles qui explosent, j'ai des photos à vous montrer. Donc je pense que c'est à travers, si je fais une conférence lors de la fête de la science dans mon laboratoire, je vais toucher un certain public. En étant ce soir ici à Pompidou, je touche un autre public, et donc ça permet de toucher tout type de public en passant par les arts, en fait.